de la Belgique. Mais par contre, avant de dire sur la Belgique, en fait, là aussi, on a étudié toutes les suspensions et des économistes comme Joseph Stiglitz, ancien président de la Banque mondiale, prix Nobel d'économie, des gens du FMI, etc., ils ont dit la concurrence est tellement forte entre les créanciers qu'il n'y a aucune preuve qu'une suspension de paiement entraîne la fermeture des robinets. Et il y a beaucoup d'exemples. Eric Toussaint vient de sortir un livre qui s'appelle Le système dette, qui analyse toutes les suspensions et les répudiations de dette depuis 1820. Il montre que toute une série de pays ont arrêté de payer et les banques se battaient pour continuer à leur prêter. Donc cette menace-là n'est pas vraiment valide. Mais on peut quand même répondre à une question. Donc ça, c'est ça, voilà. Voilà le budget de la Belgique. Les recettes, les dépenses. Recettes fiscales, non fiscales, TVA, etc. Environ, bon, je vais même être encore plus simple comme ça, c'est assez 170, 180, etc. 200 milliards de recettes, ok? Ici, il faudrait que je vais faire comme ça, et je vais mettre 205. Parce qu'en général, la Belgique a un déficit budgétaire de 5 milliards. Plus ou moins, vous voyez, chaque année ça change, hein, évidemment. Hein, okay. Donc, elle a 200, elle doit dépenser 205, hein, 200 plus 5. Okay. Elle n'a pas les 5, puisqu'elle n'a pas de recette. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle emprunte au marché financier, sur le marché primaire, via l'agence de la dette. Okay. Puis après, il y a les intérêts de la dette. Ils ne sont pas comptés dans le budget, ils sont en dehors. Parce que ça, on considère qu'on ne peut pas jouer avec. Ce n'est pas neutre, hein, politiquement, de mettre les intérêts de la dette après. C'est-à-dire que là, ici, on peut travailler. Les pensions, les chômeurs, tout ça, on peut jouer. Ici, on ne peut pas jouer. C'est environ 12 milliards par an que la Belgique paye en intérêts. Elle n'a pas cet argent. Elle les emprunte aux grandes banques. Okay. Essentiellement, hein, quand j'ai parlé tout à l'heure des gens qui avaient des titres, vous savez que c'est moins de 3% des créances belges qui sont dans la poche de citoyens. 97% des créances de l'État belge sont dans des institutions financières. Okay. Et puis après, il y a le capital qui arrive à échéance. Et ça, carrément, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un mécanisme permanent de transfert de richesse, parce qu'il n'apparaît même pas dans le budget. Il n'apparaît nulle part. Il faut aller chercher dans des rapports de l'agence de la dette, sinon vous ne le trouverez nulle part. Et ça, c'est 35 milliards par an. Okay. Il ne les a pas. Et il les emprunte via ce qu'on appelle un rollover. C'est-à-dire, elle dit, une banque, je te prête 35 milliards pour que tu me rempruntes 35 milliards, que tu me rembourses 35 milliards pour repartir sur 10 ans. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un mécanisme programmé pour ne jamais s'arrêter. Tous les États font ça. Le capital arrivant à échéance, jamais il le rembourse avec des fonds propres. Il le paye, il le rembourse, hein, mais en l'empruntant à une banque et en repartant pour 10 ans de taux d'intérêt. C'est d'ailleurs, et ça c'est un outil de menace en Grèce, je donne un exemple, comme ça vous allez, normalement je peux donner des conférences de 5 heures aussi sur la Grèce, mais ce qu'ils ont fait en Grèce, ils ont stoppé le rollover, ça s'appelle le roulement de la dette en français. Quand Tsipras est arrivé en disant je vais appliquer un programme pas du tout révolutionnaire, mais un programme anti-austérité, hein, sociodémocrate, avec des choses intéressantes dedans, etc., ils ont dit non. Eh bien, si tu fais ça, on ne supprime pas la dette, on ne te prête plus. Tu n'as qu'à les trouver toi-même. La Belgique, si les marchés financiers n'ont pas intérêt aujourd'hui, mais si les marchés financiers décidaient aujourd'hui de stopper le rollover, en moins d'un an, on est étranglé financièrement. C'est ce qui s'est passé en Grèce. On a décidé d'arrêter de leur prêter de l'argent pour faire tourner la dette. Et ça les a mis, et ils ont vidé les caisses de la sécurité sociale, vidé les caisses de l'État, ils ont vidé les caisses pendant 6 mois en espérant totalement naïvement, stupide, on l'a dit plusieurs fois, Eric Toussaint et moi, on était à Athènes à ce moment-là, on l'a dit, c'est impossible que tu... Enfin, son idée c'était de dire, on va être gentil, on va leur montrer toute notre bonne volonté pour payer la dette, et grâce à notre bonne volonté, ils vont nous faire un cadeau. T'es malade ou quoi? C'est pas possible. Enfin, après, je pourrais développer, il voulait l'accord de Londres de 1953,
qui a permis à l'Allemagne d'avoir une réduction de dette très importante. Mais je ne développe peut-être pas maintenant, on ne va pas repartir sur... Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc voilà, par rapport à ta suspension. Moi, je suis un des rares économistes. Là, je vous dis, c'est pas compris à Sidiège, il n'y a pas de consensus là-dessus. Mais moi, je dis, il faudrait réellement, en Belgique, réfléchir à une suspension de paiement. Si on suspend le paiement, qu'est-ce qui se passe? On a 200 de recettes, ok? On peut faire les 200 de dépenses, et on a un problème avec les 5. Mais les 12, on ne doit pas les trouver, parce qu'on ne les rembourse plus. Et les 35, on ne doit pas les trouver. On doit en trouver 5 et on se passe totalement des marchés financiers et nous avons à se balader. Ça c'est théorique, ok, hein. Il y aura des impacts médiatiques, des déstabilisations, etc. Mais par contre, d'un point de vue technique, est-ce que la Belgique peut trouver 5 milliards d'euros de plus pour adopter une politique sociale identique? Bien sûr. Le SPF Finance le dit, le syndicat du SPF Finance le dit, la lutte contre la fraude fiscale, vous nous donnez quelques ordinateurs, quelques gestionnaires financiers, quelques analystes, quelques juristes, quelques économistes, des locaux, vous nous laissez travailler 2 ans, et dès la 2e année, on vous rapporte entre 3 et 4 milliards. Et dès la 3e ou 4e année, on met 10 milliards d'euros dans les caisses de l'État chaque année en plus. Chaque année en plus, 10 milliards. Donc, on peut totalement se passer des marchés financiers. C'est ce que l'Argentine a fait d'ailleurs. Hein. Elle a combiné une série de mesures, la suspension, la mise en place de réformes internes fiscales, le contrôle des mouvements de capitaux, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à ta question. Mais donc voilà, il y a, là, sur l'Argentine, ça, je ne sais pas, il y avait 2 questions. Voilà. Non, mais c'est pas suffisant, on ne va pas s'amuser sur... Ok. Je voulais revenir sur le Venezuela parce que vous l'aviez évoqué. Et la seule chose où peut-être je ne suis pas d'accord, parce que j'adore l'initiative de Chavez en soi, mais je crains qu'il ait fait une erreur notamment. C'est au niveau qu'il était trop dépendant de son économie du pétrole, notamment avec le PDVSA. Il a voulu, en fait, quand il a nationalisé le pétrole, il n'a rien fait ensuite. En fait, il a juste collecté ses bénéfices et il les a tout de suite redistribués dans sa population. Ce qu'il n'aurait pas dû faire, il aurait plus dû diversifier son économie. Et aujourd'hui, son gouvernement en paie les conséquences, notamment avec la crise qu'on connaît aujourd'hui. Et on le voit aujourd'hui, le secteur agroalimentaire, qui n'est pas nationalisé et qui dépend d'entreprises privées, peut fixer les prix elle-même et tient franchement le gouvernement à la gorge. Ben, je n'ai rien à rajouter. J'ai écrit exactement ce que tu dis dans le bouquin. Enfin, si je peux rajouter 2 ou 3 choses, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Le Venezuela a fait des choses formidables que beaucoup d'autres pays n'ont pas fait. Effectivement, reprendre le contrôle du pétrole et utiliser les ressources du pétrole pour améliorer les conditions de vie des gens, et c'est éradiquer l'analphabétisme, multiplier par 5 le nombre de professeurs, diminuer par 2 le taux de mortalité infantile, mettre des santé de base gratuits, augmenter le salaire minimum de 6, diminuer... Enfin, les résultats, ça c'est des chiffres. Je veux dire, les résultats sont exceptionnels. Et il a fait, je dirais, 2 erreurs. La première erreur, mais qui sont liées. Il avait tellement d'argent avec le pétrole qu'il a dit, moi, la dette, je m'en fous, je ne la remets pas en cause, je la paye. Et on lui a dit, attention, le pétrole est haut, on a un CADTM au Venezuela, on a sorti plein de choses pour le dire. Le pétrole est haut pour l'instant, s'il chute et si les taux d'intérêt montent, en quelques semaines, tes réserves vont fondre comme neige au soleil et tu te retrouveras étranglé financièrement. Il est au bord de la suspension de paiement, le Venezuela. Donc, c'est incroyable. Et la deuxième chose, c'est la diversification de l'économie. Comment est-ce qu'on peut construire une économie solide si tout est basé sur le pétrole, dont on dépend totalement les prix internationaux et la conjoncture internationale? Les prix sont chutés, il faut comprendre. La chute de 130 à 50 $, c'est-à-dire que ça a effectivement totalement empêché maintenant le gouvernement vénézuélien d'appliquer des politiques, d'être moins dépendant au pétrole. Il aurait dû diversifier son économie, transformer sa matrice énergétique aussi. Pas seulement développer l'économie, enfin, il fallait diversifier l'économie,
et utiliser les ressources du pétrole pour lancer la transition énergétique au Venezuela et en avoir de moins en moins besoin. Et ça, c'est vraiment des erreurs très graves dont il faut tenir compte pour juger aussi la politique gouvernementale. Et une chose très intéressante que tu dis sur l'agroalimentaire, c'est que c'est pire que ça. Hein. Non seulement t'as dit, il contrôle les prix, mais il crée les pénuries. Hein, on parle des pénuries au Venezuela, etc. Les pénuries sont créées en grande partie par les propriétaires du système de distribution agroalimentaire qui donnent des coups de téléphone aux bateaux qui arrivent avec les aliments, parce que quand Chavez est arrivé, 60% de la nourriture consommée par le Venezuela, un des pays les plus fertiles du monde, était directement importée. C'était 90%. Maintenant, on est aux alentours, je crois, de 60%, ce qui est encore beaucoup trop. Et donc, vous avez les grandes entreprises privées de l'agroalimentaire qui téléphonent et qui demandent aux bateaux de dériver et de ne pas apporter les aliments pour créer des pénuries, augmenter la tension sociale et le mécontentement populaire pour déstabiliser le gouvernement. Donc c'est des choses tout à fait importantes. Bon, Chavez a avancé dans le bon sens, il a quand même fait une série de choses intéressantes, mais il n'a pas du tout été assez loin à ce niveau-là. Je pense qu'on va s'arrêter là et on va boire un petit coup si les gens... C'est une question? Non, d'accord. Encore merci.